Bonjour à toutes et à tous, Big Five est de retour après une petite trêve internationale et c'est déjà notre 10e épisode. Je suis presque un peu émue. Pour fêter ça, on vous a concocté un numéro spécial sur celui qui fait vibrer l'Europe depuis plusieurs années, Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Il a remporté la Ligue des Champions en mai et il continue sur sa lancée. Les Reds nous régalent depuis le début de la saison. Klopp l'entraîneur, Klopp le meneur d'hommes, Klopp le communicant. On va tout vous dire, ou presque, sur ce personnage charismatique, impulsif et talentueux, incontournable sur le continent aujourd'hui. Et quand je dis on, je veux bien sûr parler de mon équipe de rêve, talentueuse, elle aussi. Avec moi aujourd'hui, David Fiou, le garant de la Deutsche Qualität au journal. Bonjour David. Salut. Pierre-Etienne Minonzio est avec nous également, spécialiste du foot anglais. Bonjour Pierre-Etienne. Salut. Et enfin, Dan Pérez, notre monsieur tactique. Bonjour Dan. Salut. Vous avez le menu et le casting, maintenant on peut commencer. Gabarit impressionnant, chevelure lumineuse et sourire carnassier, Jürgen Klopp, c'est une belle gueule au premier abord. C'est surtout un génie du football contemporain. L'Europe l'a découvert aux commandes de Mayence, un club de Rhénanie qu'il a conduit pour la première fois de son histoire en première division allemande. C'était en 2005. L'Europe a ensuite appris à le connaître à travers le mur jaune avec Klopp. Dortmund a été sacré 2 fois en Bundesliga, sans oublier la finale de Ligue des Champions perdue en 2013. Et depuis 4 années, désormais, l'Europe assiste à l'envolée du Liverpool de Klopp, titré le 1er juin en C1, et à la conquête d'une couronne en Première Ligue qui lui fait défaut depuis 30 ans. On va parler de l'homme qu'il est, de son management enflammé, de sa vision tactique si particulière. Mais avant cela, je voudrais commencer par un tour de table. Messieurs, quand vous entendez le nom de Jürgen Klopp, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier ? David ? Moi, c'est son rire. Le rire qu'on entend en conférence de presse, un rire tonitruant qui montre sa joie de vivre et le fait que c'est un homme un peu furieux finalement. Moi, j'aime beaucoup ça. Dan ? Moi, je dirais la passion, l'enthousiasme, parce qu'il incarne quelque chose de très intense, de fort, de puissant. Et ouais, c'est la première image que j'ai là, quand tu me demandes. Ouais. Bah moi, c'est un peu comme David, je dirais plus un sourire. C'est quelqu'un, vous verrez vraiment très rarement des photos de lui, soucieux, angoissé. Il envoie quelque chose de constamment positif dans son attitude. David, tu suivais déjà Klopp à l'époque Dortmund. Rapidement, est-ce que tu peux nous faire son portrait, nous présenter l'homme qu'il est ? Du coup, ça revient à dire qu'on peut devenir un grand entraîneur si on évoque le parcours de Klopp sans avoir été un grand joueur. Du coup, tu l'as dit, il est originaire du sud-ouest de l'Allemagne, de Stuttgart. Il a grandi à 50 km, pas loin. Il a été poussé au sport par son père. Il était bon au foot, au tennis. Il a choisi le foot. Et il était bon sans être extraordinaire. Il a fait des petits clubs. Petit à petit, il a monté de niveau, mais sans atteindre quelque chose d'exceptionnel. Il n'est pas arrivé à entrer chez les pros à Stuttgart. Et jusqu'à 22 ans, il n'était pas encore professionnel. À 23 ans, il a été repéré par Mayence. Et il a fait toute sa carrière. Il a battu le record de buts, le record de matchs. En D2 avec Mayence. Il était attaquant, ensuite milieu, ensuite défenseur. Ça, c'est vraiment sa trajectoire. Et puis, à 34 ans, du jour au lendemain, il est passé de joueur à entraîneur. Donc, le samedi, il a joué. Et le lundi, il est devenu entraîneur. Il y avait une crise au club. Il n'y avait personne pour prendre l'équipe en main. Le directeur sportif lui a demandé s'il était d'accord. Et c'est parti pour 7 ans. 7 ans pendant lesquels il a fait monter le club en Bundesliga. Et après, la suite, on la connaît. Dortmund, 2 fois champion. Liverpool depuis 2015. Alors, il le dit lui-même, il y a un événement qui a bouleversé sa vie, c'est la naissance de son fils. Quand il avait 20 ans, à cette époque-là, il travaillait le matin dans un stock qui entreposait des films pour le cinéma. Ensuite, il allait en cours à la fac. Et le soir, il avait entraînement. Le football n'est pas sa priorité, ça a toujours été sa famille. Ouais, disons qu'il est ouvert à plein de choses. Du coup, il a continué ses études. Et aujourd'hui encore, on peut parler avec Klopp de plein de trucs. C'est ce qui fait que ça rend toujours ses interventions médiatiques très intéressantes. C'est quelqu'un d'ouvert. Il n'y a pas que le foot dans sa vie. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Et c'est peut-être pour ça aussi que sa philosophie est si sympa à suivre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le résultat qui compte avec lui. Ouais, c'est exactement ça. Il avait fait une interview avant la dernière finale de la Ligue des Champions où les journalistes anglais le titillaient en lui disant « Mais si vous perdez, en fait, ça sera la loose totale. Parce que s'il avait perdu la dernière finale, il aurait perdu donc une finale, on l'a dit, avec Dortmund. Il aurait perdu la finale de la C3 en 2016. Il aurait perdu la finale et 2 finales de C1. En tout, il aurait perdu 4 finales européennes. Et alors, on lui dit « Bah là, vous n'avez pas peur parce que vous auriez l'étiquette d'un loser total. » Et il dit « En fait, ce qui est important dans le foot, pour moi, en gros, c'est le voyage.
plus que l'arrivée. C'est tout ce que j'ai vécu avec les supporters. On est allé à travers l'Europe ensemble. On a vécu des trucs. Et les journalistes disaient, ouais, enfin bon, là, c'est de la com, quoi. Donc, ce qui est important, c'est les titres. C'est pas... Non, il dit honnêtement. Et c'est marrant qu'il ait dit ça parce qu'à la fois, ça correspond à ce qu'a dit David, à une vision du foot où il est là pour gagner, mais c'est pas non plus l'obsession ultime. Et puis aussi, une vision, là où il est très malin, c'est qu'il s'inscrivait, si on parle juste de Liverpool, dans une... Effectivement, Shankly aurait pu tout à fait dire ça. D'autres managers de Liverpool avant lui auraient pu dire ça. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est dans son rapport au foot, c'est qu'il a un peu une distance et c'est un peu rafraîchissant, effectivement. Puis d'ailleurs, il dit, il a une conscience évidemment du monde autour de lui. Et puis il dit, voilà, on ne sauve pas des vies, on crée rien, on sait seulement jouer au foot. Donc c'est aussi sa manière d'aborder le foot. Il dit, si on joue pas au foot avec du plaisir, si on procure pas du plaisir aux gens, à quoi ça sert? Et ça dit beaucoup de lui, je trouve. Et tout ça, c'est peut-être aussi ce qui explique son rapport un peu distancié à l'argent. Je rebondis sur ce que tu disais, Dan. En octobre dernier, sur le site Players Tribune, il déclarait « Nous vivons dans une bulle qui n'a rien à voir avec le monde réel ». Il faut savoir que Klopp fait partie du mouvement Common Goal qui a été lancé, entre autres, par l'Espagnol Juan Mata en 2017. Et c'est une fondation qui regroupe plusieurs œuvres de charité. Et les acteurs du monde du foot sont invités à lui verser 1% de leur salaire annuel, ce que fait donc Jürgen Klopp. Ouais, ça lui ressemble bien. Et il prend toujours... il prend le risque de s'engager un peu politiquement. Alors, c'est pas dingue, hein, mais c'est vrai que quand on lit de manière un peu consensueuse tout ce qu'il dit d'un point de vue politique, il s'est engagé contre le Brexit, il a toujours dit qu'il était de gauche, et c'est effectivement des prises de position que d'autres managers ne prennent pas ou ne se risquent pas à faire. Sur l'argent, je modérerais juste un petit peu en disant que c'est quand même un homme sandwich, Klopp. Oui. Il fait des pubs pour tout ce qui est possible, hein, les banques, les bagnoles, des biscuits, pour de la colle même, il a fait des pubs. Donc il en profite quand même vraiment beaucoup du système. Hein. D'accord. Il est très connu en Allemagne pour ça ? Ah oui, il est connu pour ça. Il est très souvent à la télé, mais il reste connu surtout parce qu'il est bonnard, quoi. Il passe bien, donc. Ouais, et c'est aussi un sacré fêtard, on peut le dire. Il a lui-même raconté qu'après le titre de Dortmund en 2011, il avait évidemment fait la fête toute la nuit et il s'était réveillé le lendemain sur un camion dans un garage tout seul. Alors l'anecdote en elle-même est déjà assez drôle, mais en plus c'est génial de le raconter. Ouais, il a peur de rien. Il a raconté une fois le titre du premier film porno qu'il avait vu. Enfin bon, il a pas vraiment de limite, il a pas honte et finalement tout passe très bien. Personne lui en veut. Il a pas une image grossière en fait, Klopp, malgré tout ce qu'il peut arriver à dire. Il dégage de la tranquillité à travers tout ça, à travers tout ce type de discours. Et ça aide vachement les joueurs, ça tranquillise les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui disent justement, il nous apporte, contrairement à ce qu'on pourrait penser, où parfois il a l'air très excité au bord du terrain. La plupart des joueurs racontent que Klopp apporte du calme, de la sérénité. Lui d'ailleurs, a envie de transmettre ça aux joueurs. Il l'explique très bien. Et voilà, ce type de message, c'est assez... ce type de discours qu'on peut entendre de lui, ça le représente bien. Alors on va parler de sa relation avec ses joueurs un peu plus tard. Mais est-ce que tout ça, là, tout ce qu'on vient de dire, c'est pas ça aussi qui explique son immense popularité dans tous les clubs qu'il a entraînés? Les supporters l'adorent, généralement. Du coup, moi, j'ai bossé sur ce qui se passe à Liverpool. C'est vraiment phénoménal parce que j'ai passé un peu de temps à Liverpool récemment et j'ai jamais vu une telle unanimité. Vraiment, c'est incroyable. Et en fait, du coup, j'ai étudié un peu le truc et il est vraiment malin, quoi. C'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que disait David, c'est que parfois on a du mal à discerner ce qui est spontané, authentique et puis ce qui est peut-être aussi un peu travaillé. Parce que ce qui est dingue, c'est qu'en termes de com concernant les messages qu'il a envoyés aux fans de Liverpool, c'est tellement en plein dans le mille qu'on se dit... alors soit c'est un génie intégral, soit il avait travaillé son truc. Mais par exemple, c'est des trucs tout bêtes. Il refuse de parler au Sun. Et donc, très tôt, il l'a fait savoir. Donc ça, il le fait parce que le Sun avait fait des articles très négatifs sur le massacre de Hillsborough, enfin le drame de Hillsborough en 89, où il y avait 96 fans de Liverpool qui étaient décédés. Depuis, il y a encore... dans un mouvement de foule, dans un stade. Exactement. Et donc, depuis, il y a encore un ressentiment, voilà. Dans toutes ces prises de parole, il cite Shankly, il s'inscrit toujours dans une tradition shanklienne. Donc, Shankly, c'est vraiment le manager entre 59 et 74 qui a construit le Liverpool moderne. Il fait référence. J'ai discuté avec le petit-fils de Shankly, il m'a dit qu'ils se sont vus très longuement. Dès qu'il peut, il pose des questions sur Shankly. Il a mis une photo de Shankly dans son bureau. Il a été pris en photo dans les positions de Shankly aussi. Enfin, il y a plein de trucs où on se dit, mais c'est dingue. Et en fait, les supporters l'adorent.
pour ça, parce qu'il s'inscrit dans cet héritage. Et puis en plus, quand il dit qu'il est de gauche, dans une ville de gauche, ça marche très bien. Donc effectivement, il est hyper bon pour se faire adorer de ses supporters. Ça, il n'y a pas de doute. Et au-delà même je termine là-dessus, mais au-delà même des résultats, c'est-à-dire que quand bien même il aurait perdu la finale de la Ligue des Champions, et donc il serait resté avec Liverpool sur 3 défaites en finale, il serait adoré quand même. C'est-à-dire qu'il a touché vraiment en plein cœur, là. Alors, en arrivant à Liverpool, il s'était lui-même surnommé de Normal One, en opposition au Special One, José Mourinho, qui vient d'être nommé à Tottenham, je le précise. Ça nous donnera l'occasion de faire un beau numéro de Big Five dans les mois à venir. Pour en venir à Klopp, il cultive un peu cette image de mec normal, non ? Il a toujours le même look, en survêt, casquette sur la tête. Il aime raconter qu'il promène son chien. Oui, totalement. Puis même ses grosses lunettes. Enfin, il y a un côté, effectivement... mais... Après, ce qui est compliqué aussi, c'est que je trouve que parfois qu'en fait, il est tellement bon dans sa com que parfois, il se laisse peut-être un peu emporter par ce qu'il dit. Bon, un exemple qui n'est pas très révélateur, mais qui m'avait fait rire, c'est qu'à un moment, il avait dit nous, on fait du heavy metal football. Donc, c'était en opposition à la musique de chambre proposée par Arsenal. Alors, mais du coup, ce truc l'a complètement dépassé. Parmi les multiples fois où j'ai essayé de faire des interviews avec lui et je me suis pris des vents, mais j'avais fait à un moment une proposition pour parler que de musique avec lui. Et j'ai parlé avec son agent, je lui ai dit, mais voilà, heavy metal, je crois qu'il aime bien les Beatles, machin. Et puis en fait, son agent m'avait dit, non, il peut plus. En fait, ce truc l'a complètement dépassé. C'était l'expression qu'il était venu comme ça. Et en fait, du coup, lui, il n'est pas très musique et il ne saurait pas du tout quoi en dire, en fait, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que parfois aussi, il est tellement fort dans ce qu'il dit que parfois il n'est pas totalement en adéquation avec l'image qu'il veut renvoyer. Alors, c'est un très bon communicant et il a été consultant télé lorsqu'il entraînait Mayence. Il a même été élu 2 fois meilleur consultant de l'année en Allemagne. Donc, c'est un homme de médias aussi. Oui, c'est un homme de médias et également un homme qui comprend la tactique, parce qu'on ne peut pas être bon sans, évidemment, être pointu dans ce qu'on dit. Et effectivement, ce qu'il faisait à l'époque, au moment de la Coupe du Monde 2006, c'était assez nouveau. Il prenait des images, il entourait ce qu'on voit aujourd'hui avec les tablettes. C'était pas aussi courant à l'époque. Et il expliquait parfaitement ce qu'il voulait expliquer. Et il a toujours eu, de toute façon, cette facilité-là d'expression. Donc, par le verbe, par la rhétorique, il est énorme. Donc c'est un très bon communicant, mais avant tout avec ses joueurs, à lui. Il les connaît tous très bien, il s'intéresse à leur vie perso et c'est central dans son management. Pierre-Etienne, à ton avis, à quel point ça joue dans sa réussite actuelle ? Ça, Dan en avait un peu parlé. C'est vrai que c'est fondamental. Dans le remarquable France Foot qui a été fait spécial Liverpool récemment, là, qu'il faut vraiment lire, qui est vraiment passionnant. Et à un moment, il y a Sadio Mané qui parle de tous ses coéquipiers et qui parle de Klopp. Et il dit bien à quel point Klopp, en fait, il habite près de chez lui et qu'il a un contact qui dépasse complètement le sportif et qui lui pose des questions sur des trucs qui n'ont rien à voir avec le sport. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on sent bien qu'il a une emprise sur eux qui est assez phénoménale. Et effectivement, je crois que c'est toi qui avais utilisé l'expression, c'est un peu un père pour eux. Il y a vraiment de ça, quoi. Il les accompagne. Et c'est vrai que c'est pas facile pour tous ces jeunes gens, parfois, qui sont confrontés à une pression de dingue, que ce soit des supporters des médias. Et lui, il arrive à parfaitement les tranquilliser. Moi, j'ai pas parlé avec Sadio Mané, mais avec Samuel Ipoua qui a joué tout aussi sous Klopp à Mayence une saison. Il a peu joué, mais il me racontait à quel point il avait été marqué par cette expérience-là. Il disait que Klopp était venu chez lui un jour, qu'il le revoyait encore à 4 pattes jouer avec ses gamins, qu'il le revoyait encore ouvrir son frigo, regarder ce qu'il y avait dedans, lui dire ça c'est bon pour toi, ça c'est pas très bon pour toi, lui apporter une telle attention qu'il disait je pouvais pas imaginer derrière ne pas lui rendre sur le terrain l'intérêt qu'il me portait. Et ils le disent tous récemment encore, Robertson à l'arrière gauche disait quand on le voit, on n'a qu'une envie, c'est courir pour lui. Ça tombe bien, il leur demande de courir beaucoup. Mais oui, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont abandonné, en tout cas qui l'ont lâché sur le terrain. Et lui-même déclarait en 2011, donc il y a déjà un certain temps dans France Foot, leur bien-être, le bien-être des joueurs est capital. En retour, ils doivent tout donner et pour y parvenir, il faut que les relations soient affectives. L'affection, c'est pas une notion dont on entend souvent parler dans le monde du foot. C'est vrai. Alors, je pense qu'il peut aussi le faire parce que la manière dont il construit ses effectifs fait qu'il est assez court et il n'est pas du tout dans un délire qu'ont d'autres managers d'avoir des effectifs délirants. Et donc, par exemple... il n'a pas à gérer une concurrence devant, il a ses 3 titulaires. Et je pense que il a aussi eu cette intelligence-là
qu'ont pas toujours les autres managers de Premier League, que less is more, quoi. C'est-à-dire qu'il faut parfois avoir un très bon effectif de 20-25 joueurs et pas avoir effectivement géré comme à Paris. Je veux dire, s'il arrivait au PSG aujourd'hui et quand bien même il serait hyper attentif aux joueurs, en fait, il serait confronté aux mêmes problématiques que Tourelle parce qu'on peut faire joueur contre joueur. Et là, par exemple, tu parles devant, effectivement, il y a peut-être Shaqiri qui doit être déçu, mais autrement, il y a peu de joueurs qui pourraient se dire, par rapport à mon talent, j'ai pas beaucoup de temps de jeu parce qu'ils se débrouillent bien. La faiblesse étant que, effectivement, si jamais Salah ou Mané se pètent cette saison, ce qui par bonheur n'est jamais arrivé depuis le temps, il serait en réelle difficulté. Mais pour l'instant, il n'a pas à gérer Sauf que quand ça lui est arrivé au pire moment la saison dernière, en demi et finale et en finale de la Ligue des Champions, il a transformé Origi en Samuel Eto'o. Je parle de blessures longue durée, quoi. Comme par exemple City en souffre aujourd'hui en défense. Oui, t'as raison. Si sur des coups, il peut transformer. Voilà. Mais si, par exemple, aujourd'hui, c'est pas du tout ce que je souhaite, mais dans la conquête pour la Première Ligue, si Salah ou Mané avaient les croisés, là, par rapport à ce management-là, il pourrait être en difficulté. C'est pas ce que je lui souhaite, évidemment. Oui, ne parlons pas de malheur. Oui, on dit aussi de Jürgen Klopp quand même qu'il sait élever la voix quand il le faut, qu'il peut se montrer très autoritaire. Donc il tient son vestiaire. Avec les joueurs, je sais pas, mais en revanche, au début de sa carrière, il était pas toujours agréable. C'est-à-dire qu'il a eu des grosses colères, il a été même agressif envers les arbitres. Parfois, il pétait complètement les plombs sur le bord du terrain. Il répondait mal à certains journalistes parfois. Et ça, c'est un travail qu'il a fait sur lui-même. Il avait tellement craqué un jour que son visage était déformé par les grimaces, il y avait presque de la bave aux lèvres. Et quand il a vu ça à la télé, il s'est dit, bon, je dois essayer de faire quelque chose, je vais un peu me calmer. Et aujourd'hui, dans son rapport vis-à-vis de l'injustice arbitrale, il a beaucoup évolué. Mais donc, Klopp peut être dur quand même quand il le faut. En fait, ce qu'il fait, c'est un truc assez classique d'entraîneur, c'est que souvent, il peut pousser des gueulantes, mais après des victoires. Notamment, c'était le cas après Genk, quand ils ont gagné là-bas, de mémoire, je crois que c'est 4-1 ou 4-0, je sais plus. C'est vrai que le contenu du match n'était pas top. Et là, dans le discours d'après-match, et visiblement aussi auprès des joueurs, il a été très dur à la mi-temps et à la fin du match. Mais évidemment, c'est un discours qui s'entend parce que c'est la victoire. Et donc, du coup, quelque part, paradoxalement, les joueurs sont plus disposés à l'entendre. Mais les soirs de défaite, il a un discours bien plus rassurant, quoi. Bon, ce qui est une tactique assez classique. Hein. Oui, alors l'autre aspect primordial de son management, c'est le refus de la haine de l'échec. Klopp s'appuie sur les défaites pour avancer. Donc toujours à goal.com, il avait affirmé « Chaque occasion manquée n'est pas un échec, c'est une information ». C'est plutôt rare comme discours chez les sportifs de haut niveau. Oui, effectivement, lui, il pense que... encore une fois, c'est relativement classique, c'est de dire qu'on apprend toujours dans la défaite et qu'effectivement, il faut la haïr. Et pour le coup, il a vraiment réussi à introduire ça dans l'état d'esprit des joueurs parce que cette saison en Première Ligue, c'est complètement délirant. Le nombre de matchs qu'ils ont renversés simplement grâce à cette haine de la défaite et peut-être aussi... Non, mais justement, lui, il veut s'appuyer sur les défaites. Sur les défaites pour avancer. Enfin, oui, bien sûr. Ce qui m'a semblé. Oui, effectivement, après, c'est relativement classique, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, on peut sans doute penser qu'en ce sens, la manière dont il a abordé la dernière finale était bien, qu'il a fait des ajustements par rapport à ce qui n'avait pas fonctionné lors de la précédente finale de la Ligue des Champions. Et donc, effectivement, il est vachement dans cette logique d'apprentissage des défaites. Ouais. Il insiste aussi sur le fait de garder confiance en toutes circonstances. Les joueurs doivent être sûrs de leur force, mais aussi ils doivent lui faire confiance à lui et à personne d'autre. Et donner l'exemple de Firmino. Parfois, les gens disent que Firmino ne marque pas assez. Et alors, c'est le meilleur joueur, même sans marquer, vu comment il lit le jeu et fait jouer les autres. Mais quand il commence à penser à toutes les critiques, il se met à tirer n'importe où, n'importe comment. Et il ajoute, les joueurs ne doivent écouter que moi. Non seulement il a absolument raison sur Firmino, mais il n'a pas besoin de moi pour lui confirmer ça. Mais surtout, oui, c'est fondamental chez lui d'essayer de créer chez le joueur un sentiment de confiance et de tranquillité pour être hermétique à la fois à la critique négative et aussi à la critique positive. Il raconte aussi que c'est important, justement, à contrario, que, mettons, si un joueur vient de marquer 3 buts, la critique va l'encenser, etc. Lui dit, moi, la première chose à laquelle je pense, c'est qu'au match d'après, il ne marquera pas 3 buts. Donc, je dois créer un environnement mental chez lui pour qu'il ne se sente pas obligé, qu'il ne se sente pas trop euphorique et qu'il ne se sente pas obligé dans son esprit de se dire, je vais encore marquer 3 buts, etc. Il veut que ses joueurs soient hermétiques à la critique, mais aussi positifs, et ça, c'est assez intéressant dans son discours. Ouais, il craint beaucoup les compliments. Là, il y a une interview qui a été publiée récemment sur le site anglais The Athletic, où le journaliste l'emmène justement sur cette capacité à retourner le score en fin de match. Et il fait tout un truc pour déminer justement ce début de mythologie qui est en train de s'associer à cette capacité de Liverpool à retourner un résultat. Il dit, mais si on considère que
que c'est garanti, qu'on va le faire à chaque fois, justement, on n'y arrivera plus. Donc il faut être hyper humble vis-à-vis de ça, hyper humble, et on a réussi à le faire, on a réussi à retourner les situations, mais voilà, ça peut ne pas se reproduire, donc il ne faut pas se mettre dans cette situation. Donc effectivement, chaque fois qu'il voit poindre un compliment, il botte en touche. Et puis même dans son discours aux joueurs, il a aussi une forme de simplicité. Par exemple, Klopp utilise beaucoup les analytics, c'est-à-dire des données statistiques très avancées. En revanche, il ne va jamais en parler aux joueurs. Il va vraiment transformer son discours depuis la source jusqu'aux joueurs. Il prend une information qui est très très détaillée, très riche, il la mâche et il la simplifie énormément pour le joueur, pour lui tenir un discours qui est complètement détaché des chiffres. Et ça aussi, ça aide à instaurer un climat de tranquillité chez le joueur. Alors, on sait aussi qu'il est très investi pendant les entraînements. C'est lui qui les dirige. Il met en place des séances bien intenses. Thierry Marchand a rapporté dans France Foot en 2016 que plusieurs joueurs avaient vomi après sa première séance à Liverpool. Ouais, alors ça, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a une expression en France que j'ai jamais trop comprise, c'est le manager à l'anglaise. Ouais, le manager à l'anglaise, c'est celui qui serait au-dessus. Et alors, c'est un peu ce qu'on pensait être Ferguson, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige pas les entraînements, qui est un peu... Mais par exemple, moi, quand j'avais discuté avec Eddie Howe, qui est le manager de Bournemouth, et il m'avait dit, ben non, aujourd'hui, personne ne peut être ce que tu appelles un manager à l'anglaise, et au contraire, il faut être investi parce que les joueurs, ils doivent sentir que tu es derrière eux. Et effectivement, il est vraiment là-dedans. D'être au quotidien, il va jamais déléguer un entraînement. Et je pense qu'il y a beaucoup de managers de Première Ligue qui fonctionnent comme ça pour montrer qu'au contraire, ils sont hyper impliqués, hyper attentifs à tous les détails. Alors, on parlait d'intensité dans l'entraînement. Donc, qui dit entraînement intense dit pressing intense chez Jürgen Klopp. On va aller un peu sur le terrain maintenant. L'entraîneur allemand dit lui-même qu'il veut imprimer un style de jeu sauvage. C'est son expression. On dit souvent que Liverpool est l'équipe la plus étouffante d'Europe. Dan, comment est-ce que ça se matérialise ? Oui, c'est clairement un modèle de pressing. Alors, le système est assez immuable. C'est une sorte de 4-3-3 assez étroit, c'est-à-dire assez concentré dans l'axe. Et je crois que sa grande force, il faut retenir un truc, en tout cas un élément, une qualité dans le pressing des joueurs de Liverpool, c'est la manière dont les joueurs défendent sur plusieurs adversaires à la fois. Je m'explique. Quand ils vont presser le porteur, ils cherchent toujours également à se situer sur la ligne de passe vers un deuxième adversaire. C'est-à-dire que le porteur a à la fois la pression du joueur qui arrive sur lui et il a la solution en moins de son coéquipier qui est déjà bloqué par Salah, Mané, Firmino. Et c'est super intéressant de voir ça, comment ces trois joueurs, puisque c'est eux qui déclenchent le pressing, parfois ils courent de manière incurvée. Et ça, c'est super intéressant. Ils vont courir de manière incurvée. Pourquoi ? Pour systématiquement se mettre dans la ligne de passe. Ils regardent toujours derrière eux. Ils sont toujours en train de se demander s'ils sont bien sur la ligne de passe et s'ils bloquent bien les solutions du porteur. Donc ça, c'est super intéressant à voir. Et mettez-vous devant un match de Liverpool, essayez de vous focaliser sur ça. C'est assez passionnant. Et après, derrière, il y a trois milieux qui sont plutôt, si on doit résumer, c'est plutôt des marathoniens, qui doivent couvrir une grande zone, voilà, parce qu'ils sont trois, ils doivent couvrir une assez grande zone sur la largeur, puisque les attaquants sont assez axiaux et Liverpool pousse son adversaire à aller sur les côtés. Et là, le rôle des relayeurs est fondamental justement pour couvrir la largeur. Donc les trois, c'est Fabinho, Anderson et Wijnaldum. Merci de le dire. Et ce qui est encore plus fort, ce qui est encore plus représentatif du style Klopp, c'est le contre-pressing, le fameux Gegenpressing. Le fameux Gegenpressing en allemand. Oui, le contre-pressing, c'est... En gros, l'idée, c'est le pressing à la perte. Ça veut dire ça. C'est formidablement bien organisé et ça permet de profiter de la désorganisation de l'adversaire. C'est-à-dire on appelle ça une transition, c'est-à-dire que le système adverse, la structure adverse n'est pas encore établie. Et donc, si on arrive à récupérer le ballon à ce moment-là, il y a immédiatement des occasions qui naissent devant nous, des espaces qui naissent devant nos yeux, et on peut en profiter et aller se procurer, aller vers le but. Et donc, en fait, mentalement, ça donne un côté... ça booste les joueurs parce que en fait, chaque perte de balle de Liverpool devient en fait une occasion d'aller la récupérer. Donc en fait, même la perte de balle, on la voit positivement parce que ça devient une occasion de tout de suite sprinter vers le porteur adverse qui a récupéré le ballon.
pour s'en créer une de nouveau. Donc ça leur donne un ascendant presque. Ça leur donne un dès le ascendant départ. et puis surtout une confiance mentale. Alors évidemment, pour faire ça efficacement, il faut beaucoup de compacité. Donc vous remarquerez aussi devant les matchs que l'équipe est très compacte, la distance entre les lignes est très très compacte, parce qu'il ne faut pas se gourer. C'est-à-dire que si on sort à 4 sur un porteur et qu'on sort mal ou de manière non synchronisée, derrière c'est très compliqué à gérer. Et Liverpool le fait parfaitement bien et il faut beaucoup d'intensité et Klopp, on l'a dit depuis tout à l'heure, arrive à transmettre cette intensité-là à ses joueurs. Pour compléter, il y a peut-être une autre spécificité aussi que j'ai remarqué, c'est qu'il a énormément d'intensité dans les premiers quarts d'heure de chaque mi-temps. Et dans toutes les victoires les plus importantes de Liverpool depuis 1 an et demi, à chaque fois, ça se joue en début de mi-temps. Et par exemple, les renversements de situation incroyables contre Barcelone, en fait, d'emblée, il y a l'idée qu'on va faire comprendre tout de suite à l'adversaire qu'il va passer... Ça va être atroce. Mais Voilà, et contre City, ils mènent 2-0. exactement, c'est un très bon exemple d'un également. quart d'heure, je pense. Et ça va parfaitement avec le stade en plus. Voilà, stade, et donc ça en épouse fait, il y a vraiment un complètement truc sur... Et en fait, ils sont évidemment pas capables de tenir cette intensité sur tout le match. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu sinusoïdal à partir du milieu de chaque mi-temps. Mais généralement, il y a au moins un avantage psychologique qui a été pris sur ce domaine. Et autre petite précision, c'est que par rapport à ce que tu disais, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est sur le milieu de terrain, tu as eu une petite hésitation, c'est révélateur parce que c'est en fait, comme c'est des marathoniens, je reprends ton expression, c'est le seul domaine où il fait du turnover en fait. Parce qu'il peut mettre Oxlade, il peut mettre Naby Keita, parce qu'en fait c'est tellement exigeant. Milner, voilà. Et alors, c'est-à-dire qu'en défense, c'est toujours la même équipe, sauf la personne qui va avec Van Dijk qui change. En attaque, c'est toujours le même trio. Mais en revanche, quand on fait les 11 de Liverpool, c'est toujours un peu compliqué de deviner le milieu parce que c'est le domaine qui est tellement exigeant physiquement qu'il est obligé de faire tourner. Et donc ce gegenpressing qui date par définition de l'époque allemande, Comme qu'il son nom a l'indique. toujours appliqué donc, surtout à Dortmund, à Mayence, le matériel était un petit peu plus difficile, c'est une équipe 2-2, donc bon, on repérait moins les traits tactiques, mais ça veut dire deux choses, ça veut dire que il avait les joueurs pour déjà, et donc ça soulève le fait qu'il est associé au recrutement, qu'il prend les joueurs pour mettre en place son style, et ça veut dire aussi que c'est vraiment sa profonde philosophie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport aux autres entraîneurs un peu caméléons comme Guardiola, comme Tuchel, qui s'adaptent un peu à l'adversaire, lui, généralement, son plan de jeu, c'est nos forces, c'est ça, 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 et on va faire ça, ça, ça. Et ça, voilà, ça marche depuis un moment quand même. Alors, l'autre élément essentiel de sa philosophie de jeu, c'est le plaisir de jouer, mais aussi d'en donner en supporter. Et en ça, il se place dans la lignée de Bill Shankly, l'entraîneur légendaire des Reds, dont tu parlais déjà tout à l'heure, Pierre-Etienne. C'était l'un de ses mantras à Shankly, ça, de donner du plaisir aux fans. Oui, il disait toujours, vous jouez pour le peuple de Liverpool. Et, en fait, Shankly, il disait, en fait, il y a 3 éléments importants. C'est une trinité, une sainte trinité. Dans un club, c'est les joueurs, les supporters, le manager. Et ça marche particulièrement bien à Liverpool, où, en fait, pour qu'on soit dans un moment un peu fort de l'histoire du club, il faut qu'il y ait vraiment une identification très forte des fans dans leur manager. Ce qui me fait dire que, par exemple, Guardiola, on peut penser que, par exemple, ça ne marcherait pas vraiment à Liverpool. Parce que Guardiola, aussi brillant et aussi fort soit-il, il n'a pas ce truc de proximité avec les fans. Ce que lui reprochent d'ailleurs parfois les fans de City. Quand il arrivait à City, Guardiola, il avait fait une vidéo incroyable avec Noel Gallagher. Où à la fin, Gallagher lui dit « Ah, bah, je vais te faire découvrir les pubs de Manchester. » Et puis Guardiola dit « Ouais, cool. » Mais en fait, en voyant ça, je me suis dit « Mais il n'y a aucune chance que tu n'ailles jamais dans aucun pub de Manchester, Pep. Alors dis pas cool, come on. » Enfin, je veux dire, et c'est pas grave, le mec, il est surbrillant, Guardiola, mais il n'aurait pas eu ce truc de focaliser le peuple et que tout le monde s'identifie en lui. Et ça, Klopp, il arrive à le faire de manière incroyable. Alors, peut-être parfois c'est un peu démago, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il a eu vraiment cette intelligence de se mettre les fans dans sa poche d'emblée. Alors, la différence quand même avec Shankly, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt. Pour Klopp, le foot n'est pas la priorité, alors que Shankly, lui, avait carrément déclaré que ce n'était pas une affaire de vie ou de mort et que c'était bien plus sérieux. Ouais, alors en fait, cette phrase-là, et je crois que d'ailleurs on va faire bientôt un grand papier là-dessus parce que j'en ai rediscuté récemment. En fait, cette phrase-là, elle ne correspond pas exactement à la philosophie de Shankly. Et par exemple, Shankly, son discours le plus célèbre, c'est un discours qu'il a fait après une défaite en Cup en 74 où ils ont perdu en Cup. Je me plante d'année, je crois que c'est 64. Non, c'est 71, je crois, 71. Bon, les auditeurs corrigeront d'eux-mêmes. Et il arrive et il fait un discours. Ils avaient perdu contre Arsenal. Et il fait un discours et il dit donc, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de supporters à Liverpool qui accueillent l'équipe vaincue.
et il fait un discours complètement délirant où il dit que en fait, ils vivent pour vivre des moments comme ça et que grâce à ce soutien, en fait, ils vivent quelque chose d'extraordinaire et quelque part, ce soutien il est plus important que la victoire ou la défaite, ce qui est un propos que Klopp a dit plus tard. Donc voilà, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais quelque part, il s'identifie et il marche complètement dans les pas de Shankly. Et donc pour en revenir à l'héritier de Shankly, Jürgen Klopp, on lui fait quelquefois des critiques. On entend parfois qu'il ne serait pas assez novateur. Et pourtant, au-delà du pressing dont on a parlé tout à l'heure, il y a quelque chose de remarquable dans ce que Klopp propose tactiquement avec Liverpool. Dan. Oui, alors sur l'aspect novateur, ou en tout cas un peu plus singulier par rapport à d'autres équipes, il y a un point marquant, et dont, à mon avis, un point marquant qu'il est important de souligner, c'est le fait que le meneur de jeu de Liverpool, pour moi, c'est son arrière droit, Trent Alexander-Arnold. Ça, c'est assez rare dans le football actuel. Pourquoi ? En fait, dans le football actuel, de plus en plus intense, avec de plus en plus de pressing, les latéraux sont généralement les joueurs qui ont le plus de temps et d'espace. Et ça, Liverpool s'en sert parfaitement. Alors, Alexander-Arnold d'un côté et Robertson de l'autre ont une place fondamentale dans leur jeu. Robertson à gauche est davantage dans la percussion, alors qu'Alexander-Arnold, c'est une sorte de meneur reculé et excentré qui a une qualité de pied exceptionnelle. Et Liverpool construit par les côtés. Liverpool vient rarement à l'intérieur, donc construit par les côtés pour trouver les attaquants ensuite par du jeu long ou renverser le jeu. Et on l'a vu encore dans le dernier match contre City, dès que Liverpool est bloqué sur un côté, elle s'appuie sur Alexander-Arnold qui va trouver le latéral à l'opposé souvent. Alors c'est une diagonale... intérieur du pied, extérieur, coup de pied, enfin il fait à peu près tout. Il peut utiliser toutes les surfaces de pied avec une grande précision. C'est d'ailleurs le plus gros créateur d'occasions de la Première Ligue derrière De Bruyne, qui lui joue relayeur très avancé avec City. D'ailleurs, Ce qui est assez dingue comme stat. Ouais, j'ai déjà rêvé parfois comme ça d'une sorte de concours de centre entre les deux, avec différentes surfaces de pied. On pourra ajouter Kimmich et Trippier de l'Atlético. Enfin bref. Dans l'animation de Liverpool, les ailiers, Mané et Salah, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais plongent vers l'intérieur du jeu et ouvrent leur couloir. Donc les latéraux ont non seulement de l'espace pour jouer, mais aussi des partenaires offensifs déjà placés dans des zones dangereuses pour recevoir le ballon. Donc c'est-à-dire que, vous avez bien compris, il y a Alexander-Arnold, il a du temps, il a un pied exceptionnel et on lui offre des solutions des solutions de passe dans des zones très dangereuses. Et ça, c'est hyper intéressant. Et quand il ne peut pas donner de passe D, en général, il essaye de s'appuyer sur Firmino, l'avant-centre, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, l'avant-centre qui décroche sans cesse entre les lignes. D'ailleurs, pour moi, c'est l'autre meneur de jeu de cette équipe. Et c'est le joueur aussi fondamental dans la maîtrise de Liverpool avec le ballon. Tu m'ôtes les mots de la bouche d'Anne, parce que je voulais justement revenir rapidement à Firmino, l'avant-centre brésilien de 28 ans. Il sait absolument tout faire. Ce joueur, attaquer, défendre, presser, tacler, il est partout. Il est partout, mais c'est un œuf particulier. C'est-à-dire que c'est pas un neuf qui va rester en pointe et recevoir des centres et puis traîner dans la surface. Enfin, c'est une sorte d'anti-Icardi ou d'anti-Cavani plutôt. C'est un numéro 10 qui a une première touche mais exceptionnelle, qui arrive toujours à s'orienter dans le sens du jeu, qui vient se placer entre les lignes, derrière les milieux adverses, et qui permet surtout, par ses décrochages, je le disais tout à l'heure, il permet d'ouvrir la voie à Salah et Mané. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le 9, il décroche. Que doit faire le défenseur central ? Si le défenseur central le suit, il ouvre un espace et Mané et Salah vont plonger dedans et vous ne les retrouverez jamais. S'il ne le suit pas, Firmino est seul, et si Firmino est seul, il peut se retourner, et là, quand il organise le jeu, c'est très très dur de le contrer. La saison dernière, il a été le seul joueur de Première Ligue à avoir créé plus de 50 occasions et gagné plus de 60 duels défensifs. C'est assez hallucinant. Ouais, super joueur. Rien à ajouter à la brillante démonstration qui vient d'être faite. Alors, le résultat de tout ce qu'on vient de se dire sur les Reds, c'est que Liverpool réalise un début de saison tonitruant. Après 12 journées, ils sont en tête de la Première Ligue, 11 victoires, 1 nul et 8 points d'avance sur le dauphin Leicester. Tout roule pour eux depuis le début de la saison, je pense qu'on peut le dire. La question qu'on peut se poser maintenant pour terminer, c'est est-ce que, tout simplement, Jürgen Klopp n'est pas, à l'heure actuelle, le meilleur entraîneur du monde ? Moi, je pense qu'il y a un domaine où il est imbattable, et pour compléter un peu ce qu'a dit Dan, c'est dans la capacité à faire progresser les joueurs. Ça, je pense, je vois pas d'autres... Guardiola aussi a fait ça aussi, mais Guardiola, parfois, en fait, il perd un peu ses joueurs et
Et là, il a vraiment un truc de faire... voilà, que si on regarde l'équipe type qu'on évoquait tout à l'heure, à part Alisson Becker et Van Dijk, il n'y a pas un joueur, quand ils sont venus à Liverpool, qui était de dimension mondiale. Et aujourd'hui, ils le sont pratiquement tous, même tous. Et donc, Fabinho, Oxlade-Chamberlain, même Mané. Mané, moi, je me souviens, j'avais fait un portrait de lui il y a 1 an et demi, et tous les techniciens que j'avais eus m'avaient dit « c'est un super joueur ». Mais alors, un truc, c'est qu'à la finition, c'est pas top. Et aujourd'hui, il marque des buts incroyables. En fait, il a vraiment une capacité à bonifier incroyable. Tous les joueurs. Et ça, peut-être que dans ce domaine-là précis... Voilà. Après, globalement, est-ce que c'est le meilleur entraîneur du monde? Je sais pas, mais en tout cas, David? J'ai plutôt tendance à dire oui. Je vois pas aujourd'hui qui met des leçons à Klopp. Je pense que on a vu qu'il a battu le Carlo Guardiola. Donc oui, c'est pas la tactique la plus fine, la plus poussée du monde, mais à la limite on s'en fout, ça marche. Donc pour moi, oui, je pense que c'est le meilleur du monde. Et surtout, moi, ce qui me plaît, c'est que c'est le bon entraîneur au bon endroit. Il correspond parfaitement, un peu comme dans un autre délire, un peu comme Simeone à l'Atlético, dont le jeu, le caractère, la philosophie ressemble exactement aux supporters, à l'identité du club. Et ben Klopp, c'est pareil, dans une dimension encore un peu supérieure aujourd'hui, puisque c'est le vainqueur sortant de la Ligue des Champions et le leader de la Première Ligue. Donc je pense que c'est pas fou de se demander si c'est le meilleur entraîneur du monde. Ce sera le mot de la fin. Malheureusement, on doit s'arrêter là. Merci beaucoup, messieurs David Fiou, Pierre-Etienne Minondio et Dan Pérez. C'était passionnant de préparer et d'animer cet épisode. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Big Five sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur l'équipe.fr dans l'onglet podcast. Et bientôt, vous allez pouvoir retrouver sur le site de l'équipe. Pierre-Etienne. Oui, juste une petite promo à tous les fans de Liverpool. Dans la première partie du mois de décembre, on va publier un Explore sur Liverpool, notamment sur la dimension politique et sociale du club. Voilà, donc tous ceux qui aiment Liverpool, guettez ça va bientôt être mis en ligne. À ne pas rater, Pierre-Etienne a bossé là-dessus pendant des semaines, ça s'annonce passionnant. On vous retrouve la semaine prochaine pour le retour de la Ligue des Champions. À très vite.